Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous, hein. C'est la quatrième conférence Athéna de l'année. Ces conférences sont organisées par l'association 3AED IHEDN, l'association des armements terrestres et puis le soutien de la société Alcimed. Aujourd'hui, nous avons environ 70 personnes inscrites à distance et une quarantaine de personnes inscrites pour être en présentiel, mais je constate que tout le monde n'est pas encore là. La conférence de ce soir a pour titre « Basculement climatique et conséquences pour les forces armées ». En effet, face à l'accélération des changements climatiques, les forces armées doivent intégrer de nouveaux risques, en particulier catastrophes naturelles d'un nouveau type, et également nouvelles conditions d'opération sur les théâtres. Nous accueillons aujourd'hui deux conférencières qui travaillent toutes les deux à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Donc c'est un institut qu'on connaît bien dans l'association, puisque son directeur adjoint, Jean-Pierre Molny, intervient quasiment systématiquement lors des entretiens armement et sécurité, qui sont une conférence qu'on organise tous les ans. Et en 2025, elle a eu lieu la semaine dernière, donc Jean-Pierre Molny était présent et animait une des tables rondes. Julia Tass, donc la plus à ma gauche, est directrice de recherche, responsable du programme Océan et du programme Climat, Environnement et Sécurité, à l'IRIS donc. Elle s'est également spécialisée au fil des années sur les enjeux maritimes, notamment en ayant travaillé sur ces sujets pour la FAO ou encore l'Agence française du développement. Mathilde Jourde, donc juste à ma gauche, est chercheuse au sein du programme Climat, Énergie, Sécurité de l'IRIS, et elle co-dirige l'Observatoire Défense et Climat, qui est un projet financé par le ministère des Armées. Avant de rejoindre l'IRIS, elle a travaillé dans le secteur privé, elle a notamment été consultante en décarbonation. Donc je vous rappelle que la conférence est enregistrée et vous aurez disponible sur notre site dans quelques jours le replay des vidéos ainsi que tous les échanges, toutes les questions-réponses qui seront posées à l'issue de la conférence. Donc la conférence va durer 45 minutes et ensuite vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Julia, Mathilde, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui vais commencer cette conférence, donc ravie d'être ici ce soir et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. Effectivement, Mathilde et moi travaillons toutes deux pour la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées sur un contrat qui s'appelle l'Observatoire Défense et Climat. Nous sommes salariés de l'IRIS, mais nous passons, je pense, à peu près 80% de notre temps à étudier la thématique du changement climatique et de la sécurité. Et peut-être un rapide point historique pour vous permettre de comprendre comment le changement climatique a été intégré dans certaines doctrines. Et je laisserai Mathilde ensuite vous détailler les impacts du changement climatique sur la défense. Le concept n'est pas nouveau, l'idée n'est pas nouvelle. En fait, ça a commencé dans les années 90, donc un peu dans toutes les études qui ont été faites sur le changement climatique et qui ont mené à la fin des années 80 sur la création du GIEC et sur le sommet de Rio en 92. Et donc le concept de sécurité environnementale, il est apparu entre les années 90 et 2000. Pourquoi ? Parce qu'en 1992, les États-Unis le sud des États-Unis a subi les dommages d'un ouragan qui s'appelle Andrew qui a eu la bonne idée d'avoir sur sa trajectoire une base aérienne américaine, et les avions de cette base aérienne n'avaient pas été mis à l'abri dans les hangars. Donc ça a coûté cher à la défense américaine. Et comme c'est une bonne justification quand ça coûte de prendre en compte un enjeu, et ben c'est pour ça que les Américains ont commencé à s'intéresser à cette thématique. Et donc entre les années 90 et 2000, vous avez beaucoup de travaux qui portent sur la manière dont le changement climatique peut porter atteinte à la défense américaine, ce qui a mené, puisque ce sont des universitaires qui les ont menés en partie, à l'émergence d'un concept qui est celui de la sécurité environnementale, donc la manière dont l'ensemble des bouleversements environnementaux peuvent affecter la sécurité et vice-versa.
À la suite de ce concept, vous avez un deuxième concept qui émerge, qui est celui de la sécurité climatique, qui s'intéresse en particulier aux impacts du changement climatique. Et donc qui a été intégré en Europe par le Royaume-Uni et la France en premier. Et la France, c'est notamment le cas à travers le livre blanc en 2008. Donc les Français ont commencé à s'intéresser à la question du changement climatique et des impacts sur la défense relativement tôt également. Et ça a mené dans un troisième temps à la... Je veux bien que tu me cliques encore une fois, merci. À la généralisation du concept après 2010, et en particulier en France, il y a eu un coup d'accélérateur avec la COP 21, qui était donc la grande conférence sur le climat organisée en 2015, puisqu'il a été demandé à l'ensemble des ministères d'intégrer le changement climatique dans leurs pratiques et de voir quels pouvaient être les liens entre leurs activités et et le climat. Et donc ça a mené en 2016 à la publication d'un appel d'offres pour l'Observatoire Défense et Climat, qui est donc un contrat de recherche pour le compte de la DGRIS, que l'IRIS a remporté en 2016 et que nous assurons depuis. Voilà, donc ça c'est un peu la manière dont c'est rentré dans les mœurs. Les Américains ont commencé par travailler dessus, puis des armées européennes, et maintenant c'est un peu plus généralisé, sachant qu'évidemment on vous parlera de l'impact de la présidence Trump sur ce sujet. Mais le DoD, le département de défense américain, n'a plus la même capacité à travailler sur ce sujet, bien évidemment, sous Trump. On essaye de projeter de nouveau. Est-ce qu'à distance, vous voyez... parfait. Et donc, je laisse Mathilde prendre la suite de l'explication pour vous dire la manière dont, finalement, en France et aux États-Unis, on applique cette progression de l'intégration du changement climatique dans les doctrines de défense. Merci Julia. Donc, je vais prendre la suite de cette introduction. Donc, on va vous parler... Est-ce que ça fonctionne ? Parfait. Donc, on va vous parler aujourd'hui du climat comme multiplicateur de menaces, et c'est assez important pour vous de comprendre ce cadre-là et de comprendre comment est-ce qu'on va conceptualiser le climat. Le multiplicateur de menaces, c'est un terme qui est utilisé, on parle aussi d'amplificateur de menaces pour parler du climat, parce que le climat ne va pas lui-même causer des tensions et des conflits, mais c'est les répercussions du climat qui vont ensuite impacter la sécurité et la défense. Alors, donc, nous, à l'Observatoire, on a recensé 4 types principaux d'impact sur la défense, dont on va vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est la vulnérabilité des emprises et des équipements. On a aussi la vulnérabilité des hommes, donc des soldats. On a ensuite l'intensification des missions, et on a ensuite l'exacerbation des conflictualités. Donc ça, c'est un petit peu les 4 différentes catégories de risques dont on parle et qu'on étudie, nous, à l'Observatoire Défense et Climat. Pour commencer, je vais vous faire un petit rappel des répercussions géopolitiques. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de risques sécuritaires liés au climat? On en parle parce qu'en fait, il y a un effet en cascade des impacts du changement climatique. En fait, les changements climatiques vont avoir des impacts qui eux-mêmes vont ensuite avoir des conséquences sur les sociétés, donc des conséquences économiques et des conséquences sociales. Et ces conséquences-là vont générer des risques géopolitiques. Donc, on va avoir cet effet de cascade. On a 2 types de risques principaux. On a d'une part les risques sur l'atmosphère et ensuite les risques en lien avec l'océan.
Pour les premiers risques en lien avec l'atmosphère, donc on a d'abord un changement de régime de précipitation. On va avoir aussi une intensification et une multiplication des périodes de sécheresse et des canicules. Et on va ensuite avoir une fonte des glaces et le dégel du permafrost. Pour les risques physiques liés aux océans, on va avoir l'intensification et la multiplication des événements climatiques extrêmes. On va avoir aussi l'acidification des océans, qui sont 30% plus acides qu'à l'ère préindustrielle, et on va avoir une élévation du niveau des mers. Aujourd'hui, on est à 9 cm d'élévation du niveau des mers par rapport à 1993, et on a des scénarios qui varient, mais on peut tabler sur minimum 1 mètre d'ici à 2100. Ça, c'est pour un aperçu rapide donc, des différents risques physiques liés au changement climatique. Je vais vous illustrer un petit peu ce concept d'effet en cascade dont je vous ai parlé juste avant, en commençant par les changements de régime et les précipitations. Donc les changements de régime et de précipitation vont, eux, par exemple, causer des inondations, mais aussi avoir des effets et impacter la désertification de certaines zones. Et par conséquent, on va avoir des risques qui sont liés à des pénuries. On va aussi avoir possiblement des déplacements de population. C'est un premier exemple. On va aussi avoir des impacts sécuritaires en lien avec la multiplication et l'intensification des cyclones, puisqu'on va avoir une destruction des infrastructures en lien avec ces cyclones-là, qui vont ensuite avoir, eux, des répercussions sanitaires, avec des épidémies, par exemple, mais aussi des impacts en lien avec l'insécurité alimentaire, par exemple. Un troisième cas, ça va être la multiplication et l'intensification des vagues de chaleur et de sécheresse qui vont provoquer ou accroître un stress hydrique et avoir potentiellement comme conséquence un pic de mortalité dans certaines populations, en particulier pour les populations à risque, qui sont généralement les enfants et les personnes âgées. Voilà une série d'autres cas qu'on peut évoquer. On a donc l'élévation du niveau des mers qui va saliniser les nappes phréatiques, qui va donc générer une baisse des rendements agricoles. On a aussi la fonte des glaces et la disparition du permafrost dont je vous parlais, qui peut causer une submersion pour certaines zones, qui va aussi générer une baisse de certains cours d'eau. Donc on va avoir des tensions autour des ressources hydriques et donc des ressources agricoles, et l'acidification des océans. Pour ça, on peut parler de la détérioration de la diversité biologique et donc par conséquent de la déstabilisation des chaînes alimentaires et des secteurs qui en sont dépendants. Donc voilà pour un tour rapide des risques physiques qui sont liés au changement climatique. Je vais redonner la parole à Julia pour la partie d'après. Oui, on essaye de se redonner la parole pour que vous continuiez à nous écouter. Donc, petit point sur les chaleurs extrêmes, puisque c'est une carte et c'est des informations qui nous sont évidemment très demandées par les armées. Ce que vous voyez à l'écran est une carte assez illustrative de ce que pourrait être le monde beaucoup plus régulièrement dans les décennies à venir. Donc c'est une carte qui illustre les températures à la surface du globe à l'été 2022, qui a été un été particulièrement chaud. Et comme vous pouvez le voir, il y a des zones qui sont en noir et qui sont assez illustratives pour nous de zones qui peuvent devenir inhabitables. Donc ce concept d'inhabitabilité, c'est un concept assez important dans les études qui lient climat et défense, puisqu'évidemment, si une zone est inhabitable, elle implique que les personnes qui s'y trouvent changent de lieu de vie, ce qui va avoir un impact en termes de sécurité, mais ça veut également dire pour des acteurs de la défense que ça crée des conditions d'opération qui sont évidemment limitantes, sinon complètement qui rendent les opérations impossibles. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, qui est une illustration du même phénomène, à ceci près que c'est une projection dans le futur et pas une capture des températures à un instant T. Et donc vous voyez à l'écran les 3-4 scénarios possibles en termes de température à la surface du globe en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre et donc de réchauffement global. Et vous voyez également les villes qui sont susceptibles d'être exposées à des températures insoutenables. Sachant, je fais un petit point
température insoutenable. Le corps humain, comme beaucoup d'organismes vivants, est prévu pour se thermoréguler jusqu'à une certaine température. Il se thermorégule en fonction de deux facteurs, la température et l'humidité. Et donc, on considère qu'à 35 degrés de température humide, votre corps commence à avoir des difficultés à se thermoréguler. Ce qui veut dire que vous allez survivre, mais ça va être plus compliqué, et surtout, vous allez commencer à avoir des difficultés à faire des activités physiques. Donc, en termes de productivité, il y a des études qui ont été faites sur l'impact sur la productivité de certains secteurs, notamment le bâtiment, de la hausse des températures. C'est important pour les soldats, mais ça a aussi un impact sur les capacités cognitives, et donc là, ça impacte tous les autres secteurs s'ils ne sont pas climatisés. Une dernière carte qui porte là aussi sur des projections en fonction des scénarios de température moyenne globale, donc des émissions de gaz à effet de serre, dans certaines régions. Et vous voyez donc, il y a des régions auxquelles on pense assez rapidement, parce qu'aujourd'hui il y fait déjà chaud, comme le Sahel ou la péninsule arabique, mais c'est également le cas pour les États-Unis, et ces zones sont très bien couvertes en termes de données, notamment parce que les Américains ont travaillé sur ces enjeux. Et donc, il ne s'agit pas d'une thématique qui est uniquement liée aux zones tropicales et intertropicales. C'est une thématique qui est valable pour toutes les zones. Et donc, ça a un impact pour les soldats, mais ça a un impact également pour les équipements et les infrastructures. Donc, une des quatre thématiques présentées par Mathilde tout à l'heure. Donc, on travaille, nous, à l'Observatoire, sur l'impact sur les infrastructures. On a développé une méthodologie qui regroupe des méthodologies du civil et des méthodologies militaires pour essayer de comprendre quelle est la vulnérabilité climatique des bases françaises. Et il y a un travail qui est conduit par un chercheur habilité sur chacune de ces bases pour en comprendre la vulnérabilité et mettre en place des processus d'adaptation. Pourquoi c'est important? Parce que je vous parlais tout à l'heure de la base qui avait été dévastée par un ouragan. Slide suivante. Il y a également des bases qui sont menacées, et notamment des bases navales, comme celle de Norfolk. Or, c'est une base qui est très importante à la fois pour les États-Unis et pour l'OTAN de manière générale. Et donc, évidemment, de savoir prendre en considération en amont les impacts éventuels du changement climatique, c'est crucial, puisque le jour où vous avez un événement climatique extrême qui déstabilise ces bases, il faut que vous puissiez continuer à opérer. Et l'impact du changement climatique sur les fonctions opérationnelles des emprises militaires est au cœur du travail qui est conduit par l'Observatoire Défense et Climat et par les chercheurs associés. Un autre impact du changement climatique sur les bases, qui porte beaucoup moins sur des températures chaudes, ça va être le dégel du pergélisol, donc qui est le mot français pour le permafrost, dont vous a rapidement parlé Mathilde. Ce que vous voyez à l'écran, donc en vert, c'est les zones qui sont gelées. Donc le pergélisol, le permafrost, c'est du sol gelé, c'est-à-dire que c'est du sol qui est gelé et qui a une structure qui est basée sur de l'eau glacée. Et en dégelant, ce sol s'effondre sur lui-même. Donc vous voyez à l'écran l'impact que va avoir le dégel du pergélisol, puisque vous voyez les zones qui sont couvertes par le pergélisol. Et alors vous voyez sans doute moins bien, en particulier pour ceux qui sont à distance, il faut se rapprocher de l'écran, mais il y a des petits points qui sont les bases militaires, qui sont situées sur les territoires où on peut retrouver du pergélisol. Et comme vous le voyez, au-delà d'impact sur des infrastructures industrielles, ce qui est déjà le cas, il y a des infrastructures industrielles qui se sont effondrées en Russie à cause du dégel du pergélisol. Il y a également des enjeux de renforcement des infrastructures militaires qui se situent sur ces sols. Un autre impact dont je vous parlais au début, c'est l'impact que les changements climatiques vont avoir sur les missions des forces armées françaises. Quand on parle de cet impact-là et de ce risque-là, en général, on parle souvent des missions HADR, donc Human Assistance Disaster Relief Operations. En français, c'est les interventions de secours d'urgence. Et du coup, c'est généralement un des premiers impacts qu'on va citer pour expliquer comment est-ce que les armées vont concrètement être impactées par les changements climatiques. Dans le cadre d'une étude réalisée par l'Observatoire, on a recensé le nombre d'opérations HADR qui avaient eu lieu
ces dernières années. Pour les interventions de secours d'urgence sur le territoire national, on a constaté qu'il y avait eu une augmentation de 200% entre 2007 et 2023 de la sollicitation des armées dans le cadre de ces opérations-là. Il y a aussi les interventions extérieures de secours d'urgence, donc c'est les opérations en dehors du territoire national. Et là aussi, on voit que les armées françaises sont extrêmement sollicitées et qu'il y a eu entre 2010 et 2023 28 interventions extérieures de secours d'urgence. Donc ça, c'est un impact extrêmement important dont il faut avoir conscience et dont les armées sont déjà conscientes parce que c'est elles qui sont sollicitées en fait lors de cyclones, par exemple, dans les Antilles et qui vont intervenir directement en soutien aux forces de sécurité civile. C'est un enjeu important parce que ça a évidemment des conséquences opérationnelles et capacitaires considérables, avec des risques de sursollicitation des capacités aériennes, puisque c'est en général les premiers moyens qui sont mobilisés face à des catastrophes naturelles. Donc c'est ce que vous voyez sur l'écran derrière moi. Donc il y a à la fois les interventions HADR, on a par exemple les forces armées qui peuvent être sollicitées dans le cadre de la lutte contre les incendies. On a l'exemple de Héphaïstos, par exemple. On a aussi la hausse de la température de la mer, avec, dans ce cadre-là, l'action de l'État en mer, qui est aussi extrêmement importante dans la réaction face à ces risques. Et on a ensuite d'autres types d'impacts sur les armées. Et là, ça va être un petit peu différent. Ce ne sera pas des opérations HADR, mais ça va être un contexte d'insécurité plus général qui risque aussi de potentiellement mobiliser les armées. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que on peut avoir par exemple une raréfaction des ressources qui peut générer des tensions à la fois intra-étatiques, mais aussi interétatiques, et qui du coup va créer un environnement qui sera potentiellement plus marqué par une insécurité et qui pourrait aussi solliciter les forces armées. On va revenir sur la santé des soldats. Oui, un point rapide du coup sur je vous parlais de chaleur extrême tout à l'heure, de l'impact du changement climatique sur les conditions d'opération des soldats et donc leur capacité à opérer. Donc évidemment, les chaleurs extrêmes vont créer des enjeux de coût de chaleur d'exercice. Donc je vous parlais tout à l'heure de capacité à s'autoréguler. Passer une certaine température et un certain exercice, le corps arrête de s'autoréguler et c'est un coup de chaleur, donc vous tombez. Ces coups de chaleur, ils sont très dimensionnants parce qu'en fait, vous avez un temps limité pour intervenir après un coup de chaleur d'exercice. Ce qui veut dire que vous avez un temps limité pour évacuer un soldat d'un terrain d'opération si vous voulez le garder en vie, ce qui évidemment est une condition assez dimensionnante. Vous avez également, donc je vous parlais tout à l'heure de capacité cognitive, mais les armées travaillent dessus, et puis les conditions de chaleur et d'humidité créées par le changement climatique provoquent l'extension de vecteurs de maladies comme le moustique tigre. Donc aujourd'hui, le moustique tigre est présent sur quasiment l'ensemble du territoire français. Ça a un impact sanitaire pour les soldats, mais c'est également le cas, par exemple, en cas d'événements climatiques extrêmes, vous avez des risques de choléra, par exemple, juste après un événement climatique extrême, qui peuvent là aussi affecter les soldats. Et enfin, en termes de surmenage et d'épuisement physique et psychologique, ces enjeux de changement climatique et de santé vont également avoir un rôle dans la sollicitation des soldats, dans la quantité de sollicitation des soldats, puisque en réduisant les capacités cognitives et en réduisant les capacités de décision de sang-froid, vous allez en fait compter toujours sur les mêmes, voire pour ce qui est des forces de sécurité civile, par exemple, dont parlait Mathilde à l'instant, il peut y avoir des défections d'autres corps de sécurité, notamment des forces de sécurité nationale, qui pourraient ne pas être préparées à des environnements très chauds ou très froids. La manière dont c'est pris en compte par les armées est la suivante. Donc il y a toujours eu des périodes d'acclimatation pour les soldats, mais ces périodes d'acclimatation, elles sont plus longues et elles peuvent se faire dans des conditions plus extrêmes. Si ça vous intéresse de voir ce que ça donne pour un
un être humain lambda de fonctionner par 50 degrés, comme ça a été le cas, comme les températures qu'il y a pu avoir en Inde, par exemple, ou dans la péninsule arabique ces dernières années. Je vous invite à regarder les travaux d'un institut qui travaille sur ça, qui a été fondé par un explorateur, qui s'est rendu dans les territoires avec les climats les plus extrêmes du monde pour calculer l'impact sur les hommes. Donc il a créé un institut qui travaille exclusivement sur ça et qui travaille avec les armées pour renforcer les capacités opérationnelles des armées. Dans le grand froid comme dans le grand chaud, l'idée étant de d'étendre dans les deux cas les capacités des armées françaises, puisqu'aujourd'hui, les armées françaises vont être amenées à intervenir dans du plus grand chaud à cause du changement climatique, mais donc ça c'est assez évident pour tout le monde, mais aussi dans du plus grand froid, parce que parce que géopolitiquement l'Arctique devient de plus en plus important, il n'est pas impossible que les armées françaises soient amenées à opérer dans des climats soit subarctiques, soit arctiques, c'est-à-dire soit les pays scandinaves, soit le très grand nord, la Sibérie, le Groenland ou le Svalbard. Et aujourd'hui, il y a très peu d'unités dans les armées qui sont en capacité de travailler dans le grand froid. Donc il y a un véritable enjeu de préparation des armées à intervenir dans des climats plus extrêmes, grand chaud ou grand froid. Donc c'est le 4e pilier qu'on étudie beaucoup. Là, on vous a parlé de la santé, des missions et des infrastructures, merci. Et là, je vais vous parler du coup des enjeux de conflictualité en lien avec les changements climatiques. On a notamment publié un rapport en 2023 sur ce sujet-là, et c'est un sujet qui intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas, si jamais il vous intéresse, à vous y référer. Mais l'objectif de cette note, c'était d'analyser la vulnérabilité particulière de certaines zones à une exacerbation de la conflictualité dans le cadre des changements climatiques. C'est un sujet qu'il faut manipuler avec des pincettes. D'abord parce que quand on essaie de comprendre le lien entre conflit et changement climatique, il faut comprendre que ça s'inscrit toujours dans un contexte plus général. Donc il y a toujours d'autres facteurs aussi qui rentrent en jeu, des facteurs politiques, sociaux, économiques, et que on ne peut pas les isoler. Donc il faut prendre évidemment ce sujet-là dans son ensemble. Et pour revenir sur ce qu'on disait au début, le climat est un multiplicateur de menaces. Et donc ça veut dire que le climat va amplifier l'impact d'autres facteurs qui, eux, peuvent contribuer à ces conflictualités-là, comme la pauvreté, la perte de moyens de subsistance, etc. Pour ce travail-là, l'Observatoire a créé un indicateur climat-conflit basé sur 2 indicateurs. On a donc le premier indicateur qui est le Notre-Dame Global Adaptation Index de l'Université Notre-Dame et le Global Peace Index de l'Institute for Economics and Peace. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé ces 2 indicateurs. Donc pour vous donner un petit peu plus de contexte, le premier indicateur en gros fournit un classement des pays selon leur résilience au changement climatique. En fonction de leur vulnérabilité d'abord, et ensuite en fonction de leur préparation au changement à venir. Pour la vulnérabilité, donc cet indicateur prend en compte l'exposition au changement climatique avec plusieurs grands facteurs, donc l'alimentation, l'eau, la santé, par exemple. Et pour la préparation, c'est la capacité... c'est l'évaluation de la situation économique et institutionnelle de cette zone-là. Le deuxième indicateur, c'est le Global Peace Index, et ça, c'est un indicateur qui établit un classement des pays en fonction de leur niveau de paix, et c'est un indicateur qui est basé sur lui-même 23 indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Tout ça pour vous dire qu'on a donc ces 2 indicateurs-là qui nous ont permis à nous de créer cet indicateur climat-conflit pour pouvoir identifier les potentielles zones et mettre en évidence les grandes zones du monde où il y a une forte vulnérabilité climatique et une forte conflictualité qui vont se croiser. Donc vous pouvez voir sur cette carte les différentes zones qu'on peut identifier. On a l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est. Ça, c'est une première zone. On a ensuite le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. On a l'Asie du Sud-Est et le Pacifique Ouest. Et enfin, l'Amérique latine. Donc ça, c'est les différentes zones qu'on a étudiées et qui ont
qui du coup, sont ressortis de ce classement climat-conflit. Là, on a quelques cartes pour vous montrer un petit peu plus spécifiquement la vulnérabilité climatique de certaines zones, parce qu'évidemment, les impacts sont différenciés en fonction de quelle zone vous parlez. Donc là, si on prend cette carte, on voit déjà quelles sont les zones qui sont un petit peu celles qu'on voyait déjà sur la carte précédente. On a l'Afrique subsaharienne en rouge, qui sont donc les zones les plus à risque. On a également l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, le pourtour méditerranéen. Et dans les zones qui sont à risque, mais un petit peu moins élevées, on a l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est. Pour vous illustrer ensuite de manière plus spécifique, ça c'est donc une carte des impacts des changements climatiques en Afrique avec les risques que ça peut induire. Pour cette région-là, c'est donc plutôt l'Afrique subsaharienne et les zones côtières en particulier. On voit qu'il y a notamment un impact sur les ressources halieutiques importants, avec un changement des précipitations qui va là aussi changer. Pour le nord de la zone subsaharienne, on va avoir une augmentation des précipitations, alors que pour le sud de cette zone-là, on va avoir une baisse des précipitations. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée des impacts des différents changements climatiques qui auraient lieu. Et ensuite, pour l'Asie, pareil, c'est une carte un peu compliquée. Je ne sais pas si vous êtes capable de la lire d'ici, mais on voit encore une fois que les zones côtières sont là aussi extrêmement vulnérables. On voit qu'il va y avoir aussi des impacts en lien avec la fonte des glaciers, avec d'abord des inondations, puis ensuite une chute des débits. On voit que les zones qui sont les plus à risque, c'est les îles, notamment aussi les îles de l'océan Indien, mais aussi de l'océan Pacifique. Une autre carte, alors là pour parler d'autre chose, c'est une carte qui représente la baisse des rendements agricoles. Et on voit aussi qu'on a toujours cette même vulnérabilité-là, et c'est souvent les mêmes zones qui sont exposées à ces risques. Je prends le relais juste sur cette carte et sur quelques prochaines slides. Donc, puisque ma spécialité est notamment de travailler sur les espaces maritimes, je vais vous décrypter cette carte après avoir parlé de l'impact du changement climatique sur les rendements agricoles, l'impact du changement climatique sur la pêche. Donc les rendements agricoles vont baisser dans certaines zones, augmenter dans d'autres. La pêche va de même en fait baisser dans la ceinture intertropicale, donc en fait autour de l'équateur, et augmenter dans les zones les plus proches des pôles. De manière assez simple. Alors pour l'agriculture, c'est pas du tout le même, par contre, le même motif. L'agriculture, vous allez avoir des terres qui vont faire face à la désertification dans certaines zones, et d'autres. Et en fait, entre les deux, il va y avoir des perturbations. Et puis après, dans le Grand Nord, vous avez le pergélisol qui fond. Donc en fait, on peut espérer commencer à avoir de l'agriculture sur ces zones-là. Globalement, pour ce qui est de l'agriculture, entre la ceinture entre l'équateur et les pôles, tout le monde va un peu voir ses rendements baisser parce qu'il va falloir adopter des pratiques agricoles des pays les plus chauds. Pour ce qui est de la pêche, c'est un peu différent. Les stocks de poissons vont migrer, en fait. Ils vont migrer vers les pôles parce qu'ils sont à la recherche de conditions de vie qui sont très précises. Donc, ils vont rechercher à retrouver les températures pour lesquelles ils sont adaptés. Et donc, il va y avoir des migrations de la ceinture, enfin de l'équateur vers les pôles. Ce qui veut dire que, par exemple, certains pays vont voir leur capacité de pêche augmenter et d'autres baisser. Le souci, quand on lit cette carte, on le voit bien, c'est que donc vous avez en bleu foncé les zones dans lesquelles les capacités de pêche vont être les plus impactées. Et vous avez sur les continents les pays en rouge qui sont les pays au sein desquels la population se repose sur la pêche pour leur apport protéiné. Et donc si vous recoupez les deux, vous pouvez voir qu'il y a quand même des zones où les populations se reposent sur la pêche principalement pour leur apport protéiné et non pas sur d'autres formes d'apport protéiné. Et ce sont souvent ces zones-là qui vont faire face à une baisse des stocks disponibles dans leur zone économique exclusive. Petit point sur géopolitique, pêche et sécurité. Ça s'observe notamment en Europe. Les stocks de poissons que l'on pêche historiquement en France sont maintenant dans les eaux britanniques. Les stocks de poissons que les Espagnols pêchent historiquement sont dans les eaux françaises.
Et donc, pour les Espagnols, ça signifie simplement qu'ils viennent pêcher dans les eaux françaises et il y a des accords européens, donc c'est faisable. Et pour les Français, ça implique de discuter avec les Britanniques. Or, dans le cadre du Brexit, ça rend tout plus compliqué. C'est une illustration du type de problématique que crée la pêche en termes géopolitiques et de sécurité. Un point maintenant, donc on vous a présenté les conflictualités, on vous a présenté les risques de conflictualité associés, c'est-à-dire tensions sur les ressources, migration éventuelle, destruction de certaines infrastructures. Il faut savoir que les pays qui travaillent sur les enjeux climat et défense n'ont pas tous la même approche. Alors, cette slide date d'avant 2025, donc vous pouvez considérer que l'approche américaine maintenant est nulle, puisque tous les programmes portant sur ce sujet ont été annulés par le président Trump. Mais la France a basé son approche climat-défense, donc dans un premier temps en termes de recherche sur les travaux de l'Observatoire, et depuis 2022 sur une stratégie ministérielle. Lorsque Florence Parly était ministre des Armées, une stratégie est sortie qui s'appelle la stratégie climat-défense en 2022 et qui s'appuie sur 4 piliers: anticiper, adapter, atténuer et coopérer. Donc anticiper, ça passe notamment par la recherche, donc par les travaux qu'on peut conduire. Adapter le matériel militaire, la doctrine, les pratiques aux conséquences qui sont prévues. Atténuer en langage de changement climatique, ça veut dire baisser la quantité d'émissions. Donc il y a toute une partie qui travaille sur la défense verte, si vous voulez, avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre du ministère, et coopérer. Et c'est cette partie qui est assez importante parce qu'en fait, il y a énormément de pays qui sont exposés aux impacts du changement climatique, notamment en termes sécuritaires, qui demandent l'aide d'autres de pays alliés. Et donc la coopération est un axe clé de la manière dont la France travaille sur ce sujet. C'est notamment le cas dans le Pacifique Sud. Donc il y a un forum qui regroupe les ministres de la Défense du Pacifique et les changements climatiques sont un des sujets centraux de ce forum de discussion. L'Australie, les États-Unis travaillent dessus. Donc l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande travaillent encore dessus, avec à chaque fois des approches un peu différentes en mettant l'accent sur des priorités différentes. Et dans l'ensemble, tous ces États travaillent les uns avec les autres. Il faut savoir que là, je vous ai cité les armées les plus importantes, mais les Néerlandais travaillent dessus, les Pakistanais travaillent dessus, les Indiens travaillent sur cette question, les Chinois également, et on ne sait pas pour les Russes, mais c'est sûrement le cas également, étant donné qu'ils sont exposés aux conséquences du dégel du pergélisol. Dans l'approche française, un petit point sur les travaux de l'Observatoire. Donc, le mandat de cet observatoire, c'est de concaténer, rassembler de la donnée pour le ministère des Armées. Et donc, on a travaillé depuis 2016 sur énormément de régions du monde. Je vous laisserai découvrir la richesse de nos rapports, qui sont quand même un peu longs, je l'avoue, mais il y a des synthèses sur notre site. En fait, on a couvert d'abord région par région, et ensuite, on a travaillé sur des thématiques. Donc, vous avez un rapport sur les opérations de secours d'urgence, vous avez un rapport sur les impacts sanitaires, un rapport sur le stress hydrique. Donc en fait, maintenant, on travaille plutôt par thématique que par région. Et on ne fait pas que des rapports, et c'est ça la bonne nouvelle. On a aussi des podcasts, et donc on a récemment notamment interviewé Jean-Marc Jancovici, mais on a aussi eu l'occasion de discuter avec le chef d'état-major de la Marine, donc l'amiral Pierre Vendier quand c'était lui le chef d'état-major de la Marine, puis l'amiral Nicolas Vaujour. On a eu l'occasion d'échanger avec le chef d'état-major de l'armée de terre, avec les directrices de la direction des territoires, des infrastructures, de l'environnement, je crois que c'est les 4 lettres, ouais, et la directrice de la DGRIS. Donc voilà, on a en fait des points de vue de militaires, d'opérationnels sur les thématiques climatiques. Et on a aussi des événements, donc n'hésitez pas à vous inscrire aux événements que l'on organise. Soit ce sont des restitutions de notes sous format de conférence, soit ce sont des wargames ou des mises en situation, ou alors des conférences qui portent sur d'autres enjeux, des enjeux qu'on n'a pas forcément traités nous-mêmes. Typiquement pour la COP 30 qui se tient à Belém au Brésil en fin d'année, on va forcément organiser un événement en lien avec ce sujet. Je crois que c'est tout pour mes slides. Et je laisse Mathilde vous faire un petit focus géo-ingénierie pour le plaisir. Il nous reste pas énormément de temps, mais
un de nos axes de recherche, c'est notamment la géo-ingénierie, donc on s'est dit que ce serait intéressant de vous en parler aussi. C'est un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt, notamment depuis qu'on a pris conscience qu'on allait probablement dépasser le seuil des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui a permis, ou en tout cas lancé, ou ouvert de plus en plus officiellement la question du développement de solutions technologiques pour répondre au changement climatique. Donc on a passé, ça veut dire qu'on accepte en partie qu'on n'arrivera pas à atteindre les 1,5 degrés, qu'on part aussi un petit peu du principe que les solutions d'adaptation ne seront pas forcément suffisantes, et du coup on table sur la géo-ingénierie, qui en fait c'est l'ensemble des techniques qui permettent l'intervention à grande échelle sur le système climatique dans le but d'atténuer les changements climatiques ou d'en réduire les effets. Donc on passe un petit peu dans une autre dimension avec ce concept de la géo-ingénierie. On a deux types, pour vous le faire de manière simple, on a deux types de géo-ingénierie. On a d'une part les techniques d'extraction du CO2 présent dans l'atmosphère, carbon dioxide removal en anglais, qui sont des techniques qui existent déjà depuis les années 2000, qu'on connaît un petit peu mieux. Et on a ensuite la géo-ingénierie solaire. Et donc ça, c'est la modification du bilan radiatif en cherchant à compenser l'augmentation de la température moyenne globale par une diminution du rayonnement absorbé par la Terre. C'est des technologies qui sont un petit peu moins avancées, mais qui ont connu un développement plus important depuis quelques années. Alors, il y a plusieurs techniques que je vais essayer de vous expliquer. On va se concentrer sur la géo-ingénierie solaire aujourd'hui. Mais voilà quelques techniques qui sont utilisées dans le cadre de la géo-ingénierie solaire. C'est des interventions qui peuvent être faites à plusieurs échelles. On a d'abord des interventions locales. On a des techniques d'éclaircissement des nuages marins. Donc ça, l'objectif de ces techniques-là, ça va être d'augmenter la réflectivité et parfois même la durée de vie de certains nuages. Une autre technique, ça va être l'amincissement des cirrus. Et donc ça consiste à diminuer la quantité de rayonnement terrestre absorbé par ce dernier. On a ensuite une autre dimension qui est l'intervention qui est plus planétaire. Là, ça va être par exemple l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui est une méthode qui consiste à diminuer à diffuser par avion ou par ballon des particules réfléchissantes dans la stratosphère. Et on a aussi une échelle spatiale, où là, ça va être par exemple des miroirs spatiaux. Et on a quelques projets de ce type-là qui existent, qui envisagent de déployer des dispositifs réfléchissants dans l'espace extra-atmosphérique. Donc voilà un panel de techniques qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre, mais je vais passer aux risques potentiels conflictuels de ces techniques, parce que c'est pour ça qu'on en parle. Donc, ces techniques de géo-ingénierie-là, elles sont importantes à comprendre, parce qu'en fait, il n'y a aujourd'hui aucun cadre de gouvernance qui les structure. Donc aujourd'hui, on a des États qui peuvent agir indépendamment, sans forme de contrôle sur l'utilisation. Surtout que ces techniques-là sont généralement utilisées de manière indépendante, plutôt que dans un cadre global. La géo-ingénierie ou ces techniques que j'évoquais avant, elles peuvent être utilisées de plusieurs manières, soit comme outil de préservation, soit comme outil de protection, mais aussi comme un outil de négociation sur la scène internationale. Et elles peuvent avoir plusieurs conséquences conflictuelles qui sont listées derrière moi. D'abord, elles peuvent créer des conflits parce que le déploiement de la géo-ingénierie pourrait mener à l'attribution d'événements climatiques extrêmes à l'intervention d'un tiers. Ça, c'est un premier exemple de potentiel conflictuel de la géo-ingénierie solaire. On en a d'autres aussi. On peut avoir, avec la géo-ingénierie, des risques potentiels de désaccord entre les États sur les effets qui vont être souhaités par ces technologies-là, ou sur, par exemple, les modalités de déploiement. On peut aussi avoir des désaccords qui vont être
générer et induire des risques d'escalade, avec des opérations de contre-géo-ingénierie. Donc voilà, donc c'est un panel de risques importants qui peuvent être générés par la géo-ingénierie. Donc c'est une solution qui est intéressante, mais il faut bien comprendre aussi qu'il y a des réels risques sécuritaires derrière. Au-delà de ces risques sécuritaires, il y a évidemment des risques des risques naturels et aussi des risques pour les sociétés humaines, avec à la fois pour les risques humains, on peut avoir un dérèglement des précipitations, par exemple, qui vont impacter la sécurité alimentaire des sociétés. Pour les risques naturels, on peut avoir en lien avec ces techniques de géo-ingénierie-là, pareil, un dérèglement des précipitations, une baisse de la photosynthèse. On peut aussi avoir ce qu'on appelle le choc terminal. Donc en fait, le choc terminal consiste, c'est un concept que je vais essayer de vous résumer simplement, mais quand on utilise une technique qui causerait un réchauffement trop rapide, et du coup, quand on arrêterait d'utiliser cette technique-là, il y a un réchauffement qui serait tellement rapide que les systèmes naturels et humains ne seraient pas en capacité de s'adapter. Donc voilà un panel de risques, au-delà des risques géopolitiques. C'était un aperçu rapide dont on peut continuer évidemment à discuter pendant la session de questions-réponses qui arrive. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez sur les différents travaux sur lesquels on travaille, sur les différents axes, que ce soit les santé des soldats, l'impact sur les missions, l'impact sur les conflictualités. J'espère que nous étions suffisamment clairs et qu'on a réussi à expliquer de manière synthétique les enjeux qui relient les changements climatiques et la défense. Et je vous laisse la place. Je laisse la place à vos questions. Merci, mesdames. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dès à présent? Oui. Bonsoir, mesdames. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez préciser les risques qui sont plus inhérents à la France en lien avec ces enjeux de souveraineté? Je pense aux Outre-mer notamment, mais d'autres éléments que vous pourriez effectivement nous exposer. Oui, donc effectivement, alors il y a en fait, par zone, on n'aura pas du tout la même exposition au changement climatique. Donc, on peut faire ça territoire par territoire, mais les Outre-mer, dans les Antilles et dans le sud-ouest de l'océan Indien, vont être exposés à des événements cycloniques, par exemple. Dans le Pacifique, on fait plus face à des phénomènes de sécheresse sur des îles qui ont déjà relativement peu d'eau potable. Sur le territoire métropolitain, on va en fait être exposé à énormément de risques différents en fonction des zones. Le rapport qu'on a fait sur le stress hydrique montre bien que la France est coupée en deux en fait en termes de stress hydrique. Au sud, on va avoir des régions avec pas mal de stress hydrique, au nord avec moins de stress hydrique, mais dans les deux cas, il y a des risques d'inondation très forts. La région de Valence l'a montré. En fait, quand le sol s'assèche, il absorbe beaucoup moins l'eau quand il pleut très fort. Et donc, si vous êtes dans une zone qui est sèche, la pluie est plus un ennemi qu'un soulagement, sauf si elle est vraiment disséminée. Mais des précipitations extrêmes sont synonymes de glissement de terrain et d'inondation. Pour la défense française, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a parlé de conditions d'opération des soldats, donc que ce soit sur le territoire métropolitain comme lorsqu'ils sont envoyés à l'étranger. Il faut le prendre en considération. Pour ce qui est des équipements et des infrastructures, il y a déjà du travail qui est mené sur les infrastructures. C'est pas facile, hein, parce que comme pour n'importe quel secteur avec de grosses infrastructures, ça demande des investissements importants au moment où il y a d'autres investissements qui sont prioritaires. Et après, pour les équipements, c'est un travail qui est fait qu'à un an, je dirais, avec la BITD, c'est-à-dire pas toujours sur les mêmes rythmes. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui doit être intégré, étant donné que les investissements en termes d'équipement portent sur les 50-60 prochaines années, et qu'il faut être en mesure d'opérer dans des climats très différents. Je laisserai Mathilde peut-être évoquer les missions de secours aux populations. Ce qui est certain, c'est qu'on assiste en tout cas à une modification à la fois des conditions d'opération sur le territoire national et à l'étranger, avec beaucoup d'extrêmes. Donc en fait, les répercussions sur la défense en France, ça va être ces répercussions-là.
en premier lieu. Il y a également des répercussions sur la capacité à être mobilisé sur plusieurs fronts en même temps, mais ça, je laisserai Mathilde en parler, parce que c'est lié aux opérations de secours aux populations. Ce qui est intéressant effectivement avec les opérations, les interventions de secours d'urgence, c'est qu'on a à la fois des enjeux très directs, donc comme je disais précédemment, des risques capacitaires très importants, mais qu'il y a aussi des effets assez indirects de l'ordre aussi géopolitique. Donc Julia parlait principalement des impacts physiques, mais sur les impacts géopolitiques, par exemple, on voit qu'il y a une forme d'instrumentalisation de ces opérations HADR-là. Donc vous avez un petit peu deux niveaux d'impact, je dirais, et sur les opérations, les interventions de secours d'urgence, et en particulier les interventions externes de secours d'urgence, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de compétition sur la capacité des États à venir en aide aux autres États, et qu'il y a une espèce de lutte d'influence aussi en lien avec ces changements climatiques-là et en lien avec la capacité des États d'être réactifs, de faire preuve de réactivité, d'être capable de répondre aux États qui vont leur demander de l'aide pour un cyclone qui aurait lieu dans les Antilles, un voisin dans les Antilles, ou également dans l'océan Indien. Donc voilà, donc je citerai ça aussi comme autre exemple, même s'il y en a une multitude, évidemment, mais c'est les risques principaux, oui, pour la France. Je rebondis peut-être avec un exemple sur les équipements. Les systèmes de refroidissement des bateaux de la Marine nationale, puisque je travaille plus avec la Marine nationale, ces systèmes de refroidissement sont basés sur une amplitude thermique de la surface des mers, amplitude qui est complètement dépassée dans certaines zones. Et en fait, vous avez des bâtiments de la Marine nationale qui, pour refroidir les systèmes, redirigent l'entièreté du système de climatisation vers les moteurs, vers les systèmes informatiques. Et vous avez le reste de l'équipage qui ne peut plus mettre de climatisation et qui donc vit avec 40 degrés, par exemple. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc vous imaginez dans 10 ans, en fait, on n'est pas sûr d'avoir la capacité sur ces bâtiments de la Marine nationale de refroidir les systèmes informatiques ou de refroidir les systèmes thermiques. Donc il y a des enjeux qui sont très opérationnels, ça dépend des zones évidemment, et il y a des capacités d'adaptation, mais ça demande quand même de s'y préparer. Et ensuite, un autre impact sur la défense française pour être très terre-à-terre, et toujours sur la Marine nationale, le changement climatique stratifie l'océan. C'est-à-dire qu'en fait, l'océan est déjà stratifié, mais vous avez une amplification de ces couches océaniques. Et donc évidemment, ça a un impact sur les capteurs qu'on utilise. Donc ça veut dire reparamétrer tous les capteurs ou accepter, et en parallèle accepter d'avoir moins d'informations sur certaines zones. Moi, j'aimerais savoir à propos de la pêche et des poissons, deux choses. La première, c'est est-ce que ça a un intérêt d'ailleurs d'évaluer les capacités d'adaptation de la faune aux conditions, ce qui s'est toujours passé dans l'histoire, mais sur des durées longues. Et c'est ce qu'il y a quelque chose qui peut nous rassurer un peu. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que les poissons se dirigent vers le nord et non pas vers la profondeur, où il fait vraiment plus frais facilement, sans avoir à se déplacer? Alors à la deuxième question, je répondrai les deux, mon capitaine. Ils se dirigent aussi vers les profondeurs, mais il y a moins d'oxygène dans les profondeurs. Donc ils n'ont pas tous la capacité de le faire. Donc il faut qu'ils restent à un même niveau d'oxygène, et donc ils vont aller vers du plus froid, donc vers le pôle nord ou vers le pôle sud. Et pour la première question, oui, il y a en fait, là, le schéma qu'on vous a présenté, il est issu des travaux de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Donc en fait, ces travaux-là, ils sont principalement faits pour la pêche et pour les activités de pêche, et pas forcément pour la défense, enfin pas du tout pour la défense même. Et donc ils intègrent les capacités d'adaptation. Donc ce que vous avez vu, alors ça varie en fonction des zones. Donc il y avait du bleu très foncé dans certaines zones, parce qu'en fait là on sait que ce sont des espèces de poissons qui vont avoir peu de capacité à rester sur place. Donc si c'était uniforme sur toute la zone équatoriale, vous n'auriez pas ce joli bleu turquoise au niveau de la Polynésie française par exemple. Ça dépend vraiment des espèces présentes. Et là vous n'avez que les espèces dans les zones économiques exclusives. Vous n'avez pas les espèces migratrices. Par exemple le thon, qui est une espèce qui bouge beaucoup, qui migre énormément.
On a évidemment calculé l'impact que ça aurait sur le thon, mais les pratiques de pêche ne sont pas les mêmes. Donc l'impact sur les populations n'est pas la même. Vous savez quand vous pêchez le thon que vous allez suivre le thon. Quand vous pêchez un poisson qui est très côtier, là, la question de pouvoir suivre le poisson, elle se pose. Donc oui, il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là. Il y a des pays qui vont bénéficier du changement climatique pour la pêche également. La France, par exemple, si on aimait le calamar, on serait très content que nos eaux aient de plus en plus de calamars. Le souci, c'est que culturellement, on pêche assez peu de calamars, ce qui est plutôt le cas en Méditerranée. En fait, il faut qu'on adapte nos pratiques de consommation à ce qui va se retrouver dans nos eaux. Nous, ça peut fonctionner. Les pays qui se voient privés de toutes les espèces sur lesquelles ils s'appuyaient parce que il va faire beaucoup trop chaud, se retrouvent avec un nombre d'espèces restantes beaucoup moindre. Et là, l'adaptation risque d'être un peu plus difficile. Vous travaillez sur la pollution maritime. Vous attendiez pour que les gens à distance. Merci. Vous travaillez sur la pollution maritime, sachant que le commerce mondial est assuré à 80% en mer. Qu'est-ce qui se passe au niveau justement du trafic maritime ? Alors oui, on travaille sur le trafic maritime, pas forcément en lien avec le changement climatique. En France, l'action de l'État en mer prévoit que la Marine nationale ait des actions de dépollution. Donc la Marine nationale est impliquée dans la dépollution et donc suit les impacts de la pollution maritime. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où c'est pas du tout en charge. C'est pas la marine qui est en charge de ça. Le changement climatique aura comme impact de rendre la navigation plus compliquée dans certaines zones pour des gros bateaux, parce qu'il peut y avoir des événements climatiques extrêmes, par exemple. Donc ça augmente le risque d'accident dans certaines zones. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est prévisible. La géopolitique a plus d'écueils et d'impact sur les transports. Par exemple, là, en France, on essaye de se préparer au reroutage massif des bateaux qui passent par l'Afrique du Sud maintenant, parce qu'ils passent au large de la Réunion, et donc le risque de pollution maritime a été multiplié parce que le nombre de bateaux a été multiplié au large de la Réunion. J'ai une question sur votre relation avec le ministère des Armées. J'ai vu un logo de la DGRIS sur certaines planches. Est-ce que vous travaillez avec d'autres instances du ministère, l'Agence Innovation Défense par exemple, ou la DGA? Alors, dans le cadre on a donc l'Observatoire Défense et Climat, et dans le cadre du programme, on travaille aussi avec d'autres services du ministère des Armées. On peut travailler avec l'armée de terre, par exemple, donc c'est assez varié. Après, dans le cadre de notre travail avec l'Observatoire, on va souvent solliciter d'autres services du ministère pour avoir aussi leur expertise sur certains sujets qu'on va étudier. Pour notre rapport sur le stress hydrique, notamment, c'était très intéressant de pouvoir se tourner vers la DTIE, notamment, ou vers des organes qui ont vraiment comme objectif de traiter certains des sujets que nous traitons et qui ont cette expertise de terrain. Donc on va vraiment collaborer avec d'autres services pour l'Observatoire. Et après, en dehors de l'Observatoire, dans le cadre de notre métier de chercheuse, des programmes à la fois océan et environnement, climat et sécurité, on va tout à fait travailler avec d'autres organes du ministère. Oui. Mais pas l'AID. L'AID a sorti avec l'ANR il y a 2 ans un appel à projet sur défense et climat, mais ça n'a pas encore été activé, donc on ne sait pas. Et on travaille plutôt avec les états-majors des armées en fait, et les services donc comme la DTIU ou la DGRIS. On travaille assez peu avec la DGA en direct. Voilà, donc on va travailler plus sur la géopolitique ou l'opérationnel et moins sur les équipements, mais parce qu'on n'a pas d'ingénieurs à bord. Donc on travaille. La DGA travaille peut-être avec des bureaux d'études sur ce sujet. Merci. J'avais lu des articles qui montraient que le dégel du permafrost pouvait donner lieu aussi au retour de certains virus ou certaines pathologies.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. La réponse est oui. Ça a déjà été le cas. En fait, la majorité des virus qui avaient été pris dans le permafrost, un peu mis en dormance et qui sont réapparus, sont des virus animaux. Et donc les risques ont été un peu gérés par la Russie par des campagnes un peu comme nous avec la grippe aviaire, d'abattage massif des animaux domestiques qui pouvaient être concernés par les maladies qui réémergeaient. C'est en fait, pour l'instant, c'est plutôt des virus animaux qui ont réémergé. Mais oui, effectivement. Et au passage, le dégel du permafrost est un point de bascule climatique puisque en dégelant, il émet du méthane, qui est un des 2 principaux gaz à effet de serre. Donc, on est bien parti. Voilà. Le permafrost dégèle, mais il regèle également, non? Il peut regeler, oui, en fonction des conditions. Mais en fait, le méthane sera déjà émis, le virus sera déjà parti et l'infrastructure se sera déjà effondrée. Non, par contre, il y a un phénomène très intéressant. Si vous avez le temps de regarder des vidéos de feux souterrains, sachez que c'est assez courant en Sibérie. En fait, assez profond dans la terre, vous allez avoir en raison du dégel des feux qui vont prendre, et en fait c'est impossible à gérer parce que vous ne les voyez pas, ils réapparaissent par ici et par là. Donc pour les pompiers c'est impossible à gérer, puisqu'en fait vous ne voyez pas jusqu'où il s'est étendu en profondeur. Et c'est très joli en vidéo. Commandant Donat de Madagascar, stagiaire à l'école de Garter. Par rapport aux conséquences qui ont été identifiées pour les forces armées françaises, est-ce que l'armée française donne plus de priorité par rapport aux mesures d'atténuation ou bien d'adaptation pour soigner le problème, la racine? Merci. Alors, l'armée française travaille sur ces 2 piliers-là, à la fois de l'atténuation et de l'adaptation. Nous, l'objectif, quand on vous a présenté les 4 piliers de la stratégie climat et défense, il y a donc l'anticipation, l'adaptation, l'atténuation et la coopération. Dans le cadre de l'Observatoire, on travaille beaucoup sur l'anticipation pour pouvoir mettre en place ensuite des mesures d'adaptation. Concernant les mesures d'atténuation, l'armée est assez active sur ce sujet-là aussi, mais c'est des sujets qui sont un petit peu plus opaques, notamment parce qu'on n'est pas habilité, mais aussi parce que c'est extrêmement difficile déjà de calculer l'empreinte carbone des armées. Il y a donc ce système du scope 1, 2, 3. Donc une fois que vous avez établi ça, le scope 1 est faisable, le scope 2 et 3 toujours un petit peu plus compliqué. Tu devrais détailler ce que c'est les scopes, les périmètres 1, 2 et 3. Donc les scopes 1, 2 et 3, c'est une méthodologie de calcul pour pouvoir définir votre bilan carbone, donc la quantité d'émissions qui vont être émises par une organisation. Et donc dans le cadre des armées, le scope 1, ça va être les émissions directes en lien avec vos opérations, et les scopes 2 et 3, ça va être les émissions indirectes. Donc les émissions indirectes pour les armées sont beaucoup plus compliquées à estimer parce que ça veut dire à la fois estimer les émissions qui vont être provoquées par l'énergie que vous allez utiliser, mais ça va aussi être les émissions qui vont être provoquées par certains terrains d'opération dans lesquels votre armée va opérer. Donc voilà, donc ce que j'essaie de dire par là, c'est que faire un bilan carbone des émissions des armées, c'est extrêmement difficile et c'est la première étape pour réduire ensuite. Donc on a de plus en plus, donc l'armée française s'est déjà penchée sur le sujet, mais c'est des données qui sont confidentielles. Et une fois que vous avez ce bilan carbone-là, l'idée c'est de réduire, de mettre en place des objectifs. L'armée française rentre dans le cadre des objectifs français de réduction de gaz à effet de serre, donc elle travaille sur des projets, sur différents projets. Il y a à la fois des projets d'éco-conception, de réduction d'impact sur les matériaux qui sont utilisés, mais après le pilier principal sur lequel l'armée va travailler, qui ne va pas impacter
les capacités d'opération des armées, ça va être beaucoup la consommation énergétique des bâtiments et des infrastructures des armées, parce que les armées sont un des premiers propriétaires fonciers à l'échelle nationale. Et du coup, un levier sur lequel l'armée française va jouer, c'est sa consommation énergétique. Donc la consommation énergétique des camps de base, comment changer d'approvisionnement, comment avoir des modes d'approvisionnement qui vont être moins carbonés, comment réduire sa consommation, on parlait de stress hydrique tout à l'heure, mais comment réduire sa consommation d'eau, comment polluer moins. Il y a d'autres initiatives aussi sur, par exemple, la biodiversité. Donc voilà, c'est assez épineux parce qu'on peut jouer sur certains leviers, mais le sujet, c'est de ne pas impacter les capacités d'opération des armées. Et donc, du coup, généralement, on va plutôt jouer sur ça, sur les infrastructures et la consommation énergétique de ces infrastructures. Bonsoir, merci pour la présentation. Comment dans vos travaux sont combinés les différents horizons de temps, le temps d'un événement climatique, le temps d'une opération militaire et le temps long de plusieurs décennies? Alors on va essayer de jouer avec ces différentes échelles-là. Déjà, on a plusieurs types de rapports qui ont différentes utilités, mais on a notamment des notes stratégiques et de prospectives. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est faire des scénarios de prospective, en partie dans cette note-là, pour essayer de voir potentiellement les impacts que ça pourrait avoir, que les changements climatiques pourraient avoir sur la défense à très long terme. Donc on essaie de composer avec toutes les échelles de temps, en faisant à la fois des états des lieux sur les enjeux court terme actuels et à la fois des scénarios de prospective qui vont à l'horizon 2050. Donc généralement, on a, disons, la moitié ou les trois quarts d'une note sur l'échelle actuelle, enfin, la temporalité actuelle, et ensuite des scénarios où là on va en proposer plusieurs. Et l'idée de ces scénarios, c'est de mettre en difficulté les armées, voir les zones qui pourraient être vulnérables dans le cadre des changements climatiques, pour essayer d'anticiper un petit peu les risques à venir. Je précise qu'on part toujours sur des scénarios les plus pessimistes du GIEC, donc on est à effectivement une échelle temporelle 2050 à peu près, et on part sur les scénarios les plus négatifs, d'une part parce que c'est ceux qu'on est en train de suivre, et d'autre part parce que le mandat que l'on a, c'est d'être préparé, enfin que les armées se préparent au pire. Donc s'ils se préparent à un scénario pessimiste, au mieux, si ça se passe mieux, ils seront bien préparés quand même. Voilà. J'ai une question qui a été posée sur le chat par Monsieur Patrick Michon. Les déséquilibres qui pourraient être impliqués par le changement climatique vont-ils provoquer des conflits étatiques? Si oui, a-t-on établi les conflits entre guillemets climatiques les plus probables? Alors, il y a... Déjà, je vous invite à regarder les scénarios et à vous amuser à regarder nos scénarios. Ensuite, c'est très difficile de lier directement changement climatique et conflit interétatique, puisque, comme l'a dit Mathilde, le conflit est un multiplicateur de menaces. Donc, si vous voulez en fait analyser l'endroit où il pourrait y avoir des conflits liés au changement climatique, il faut d'abord regarder les endroits où il y a des conflits liés à des paramètres environnementaux et où les pays dans lesquels l'agriculture, par exemple, est un moyen de subsistance important. Et là, vous allez voir quel peut être l'impact du changement climatique sur la stabilité politique de la région. Donc, il y a énormément de paramètres qui vont déterminer si une région ou un État est susceptible d'être déstabilisé politiquement par les changements climatiques. Donc, vous répondre à la question en vous disant telle zone, c'est compliqué. Ça a d'ailleurs été l'objet de nombreuses discussions lorsqu'on a fait ces cartes qui vous ont été projetées, parce qu'elles réduisaient la complexité du sujet. Cela dit, il y a déjà eu des études qui ont été faites, quantitatives, pour essayer de montrer les liens de causalité entre le changement climatique et certains, alors pas de conflits interétatiques, plutôt des conflits intra-étatiques, donc des mouvements de population, des mouvements sociaux, etc. Et souvent, en fait, le changement climatique est l'étincelle qui met le feu aux poudres, ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous voyez ça comme vous voulez. C'est-à-dire que vous avez déjà une situation qui est critique,
et des politiques gouvernementales qui ne sont pas à la hauteur, par exemple, en termes de sécurité alimentaire. Et le changement climatique va venir, par exemple, provoquer 2-3 années de sécheresse de suite. Et là, vous avez une déstabilisation politique parce que les populations vont demander à leur gouvernement d'assurer leur sécurité alimentaire. Et là, vous avez un risque de déstabilisation. Des conflits interétatiques autour du changement climatique sont peu probables. L'une des seules options qu'on voit, c'est justement la géo-ingénierie, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. C'est-à-dire que s'il y a un déploiement unilatéral, parce qu'en fait on ne vous a pas parlé des scénarios de déploiement de ces technologies, il faut savoir que aujourd'hui ceux qui travaillent sur les technologies de géo-ingénierie sont très peu nombreux dans le monde, dont on est au courant en tout cas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des projets dont on n'est pas au courant, mais il y a assez peu de projets d'institutions scientifiques qui ont la capacité financière de lancer ce type de projet. Mais si c'était le cas, il ne serait pas impossible qu'il y ait des conflits interétatiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est capable de modéliser ces technologies, mais on n'est absolument pas sûr de l'impact à l'échelle planétaire. Et on ne sera sûr que quand on les aura déployées. Donc, les expériences sont en réalité des déploiements, ce n'est pas des expériences. Et comme on ne sait pas exactement comment ça peut se passer, on n'exclut pas le fait que ça puisse atteindre très violemment certaines régions. C'est-à-dire que ça déstabilise totalement le climat de certaines régions. Si c'est le cas, et qu'il y a un État qui a affirmé qu'il déployait unilatéralement ces technologies, ça peut créer des conflits interétatiques ou des tensions interétatiques. Il y en a déjà aujourd'hui, à une échelle beaucoup plus régionale, autour de la gestion de l'eau entre la Chine et l'Inde. Vous avez une technologie qui n'est pas de la géo-ingénierie, qui est de la gestion des pluies à l'échelle très locale, qui s'appelle l'ensemencement des nuages, qui a été déployé par la Chine au-dessus du plateau himalayen pour qu'il pleuve plutôt de son côté que du côté indien, de manière à alimenter les fleuves chinois qui sont cruciaux pour l'industrie et la population. Donc ce projet qui s'appelle Rivière du ciel, il a été officiellement lancé par la Chine, sauf qu'on ne sait pas l'effet réel que ça a. Et donc il y a des tensions interétatiques avec l'Inde, donc qui préexistent encore une fois, mais ça fait partie de ces tensions, puisqu'il y a des sécheresses en Inde sur certains grands fleuves, et on ne sait pas si c'est dû au changement climatique ou au déploiement de cette technologie. Et donc là aussi, tout ce qui est autour du climat va venir se greffer sur des griefs qui sont déjà présents et donne du grain à moudre supplémentaire. Voilà. On a beaucoup parlé d'anticipation parce qu'évidemment vous préparez l'avenir. Est-ce que vous êtes en mesure, alors que tout ce que vous nous avez montré, c'est quand même très fin, subtil, complexe, etc. Et l'effet Trump, est-ce que vous avez une capacité de l'anticiper ? On n'a pas fait d'études sur le sujet, donc ça va être très personnel là. Déjà, il y a un énorme enjeu de données. En fait, en coupant les fonds de l'administration américaine sur le climat et l'océan, Trump a mis fin à beaucoup de programmes de données. Donc la première chose, c'est que ça va avoir un impact sur notre capacité à modéliser le climat. En fait, le monde entier, la capacité du monde entier à modéliser le climat, à suivre les changements climatiques, donc à être capable de savoir où on en est et ce qui peut advenir. Ça, c'est je dirais un impact immédiat. Ça a aussi un impact de manière très terre-à-terre sur la météo, c'est-à-dire que les capacités de prévision météo sont réduites depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. C'est notamment un problème pour l'aviation. Donc, dans l'immédiat, ça va être un enjeu de données. À plus long terme, l'exemple Trump peut donner des idées à beaucoup d'autres gouvernements qui, là aussi, réduiraient leur programme climat, voire se désengageraient des traités internationaux sur le climat, ce qui va nous mener à sans doute devoir se préparer à une Terre telle qu'on vous l'a décrite. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on avait quand même des espoirs qu'on atténue un peu ces risques à travers des traités internationaux. Si
On ne va pas évidemment dire que les gouvernements de plusieurs pays vont s'engager dans cette voie, mais je pense que dans les 2-3 ans à venir, on aura les idées assez claires sur la direction que ça peut prendre. En ce qui concerne la conflictualité, la vision transactionnelle de Trump peut créer d'autant plus de tensions sur les ressources. Et on a toujours une question sur est-ce qu'il va y avoir des guerres de l'eau, par exemple. Il a été prouvé que c'est pas du tout évident, parce qu'en fait, quand vous faites face à la raréfaction d'une ressource aussi nécessaire que l'eau, vous pouvez avoir des schémas de coopération qui sont mis en place par des camps adverses pour répondre aux besoins des populations et pour éviter des mouvements sociaux en interne. Donc, il y a autant d'exemples de coopération autour de l'eau que de conflits autour de l'eau en cas de raréfaction. Donc, ce qu'on se disait, c'était que, en termes géopolitiques, c'était compliqué d'affirmer qu'il pourrait y avoir des guerres de l'eau, puisque on pouvait avoir autant de chances de tomber sur le côté pile ou le côté face de la pièce en fonction de la situation. Pour moi, la vision très transactionnelle de Trump crée une tension sur les ressources, et donc on va, je pense, faire face à des zones qui vont être littéralement privées de leurs ressources, soit par leur propre gouvernement pour les donner à d'autres dans des méthodes transactionnelles, soit parce que les populations vont faire ça à un niveau plus local. Mais je pense qu'on va peut-être avoir moins de coopération à l'échelle internationale et intra-étatique avec l'attitude de Trump. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, si toi, tu as d'autres... Pour compléter un petit peu ce que tu disais sur le point des données, il y a un exemple qui est très frappant et direct. En fait, sur le site du Department of Defense américain, il y avait toute une série de documents sur les enjeux de climat-défense. Et vu que les États-Unis étaient à l'époque pionniers de ce sujet-là, on se reposait beaucoup sur ces documents parce que c'était des documents très intéressants pour nous. Et ils ont disparu du jour au lendemain. Donc c'est un premier impact direct des conséquences que ça a pour nous sur la recherche, c'est-à-dire qu'on perd une quantité de données considérable qui nous ont permis d'avancer énormément dans nos travaux. Donc c'est un retour en arrière. C'est aussi un risque énorme pour les armées, parce que si elles ne sont pas conscientes de ce risque-là, elles ne seront pas en capacité de se préparer. Donc si elles sont sursollicitées, on a vu à Los Angeles par exemple, avec les feux de forêt, des phénomènes comme ça, on va en avoir de plus en plus. Donc sur un phénomène pareil, l'armée américaine va être mobilisée. Si elle n'est pas consciente de cette sursollicitation-là, comment est-ce qu'elle va faire pour... Donc voilà, donc on voit déjà, en fait, il y a des impacts très court terme qu'on voit déjà. Mais je suis complètement d'accord avec ce que Julia disait sur le retard que ça va provoquer. Je crains malheureusement l'effet domino de la politique de Trump. Ça va possiblement rendre acceptable le fait de se désengager complètement du climat. Et ça veut dire un report de nos objectifs climatiques, et ça veut dire qu'on peut aussi tabler sur des scénarios, les scénarios les plus pessimistes du GIEC, quoi. Donc c'est pas très joyeux ce que je raconte, mais je suis pas particulièrement optimiste. Après, le sujet, c'est comment est-ce que nous, à l'échelle française et européenne, comment on crée un front aussi sur le climat, sur la sécurité climatique, sur les capacités de nos armées à pouvoir faire face au changement climatique. Donc le sujet, c'est ça, c'est aussi compenser et continuer sur la trajectoire sur laquelle on est, de collecter ces données-là, de faire des rapports, de faire en sorte que les gens aient conscience du risque sécuritaire immense des changements climatiques. Donc en même temps, c'est catastrophique, et d'une certaine manière, je trouve qu'en tant que Française, c'est responsabilisant. Voilà. Une autre question à distance. La personne aurait été intéressée par votre point de vue relatif à l'assèchement de la mer d'Aral, changement climatique qui a été induit par des activités humaines. Alors je pense qu'on n'a pas publié de rapport sur l'Asie centrale. La mer d'Aral, d'après mes souvenirs, c'est à la fois évidemment les conséquences du changement climatique, mais aussi et surtout la surconsommation d'eau liée à l'agriculture du coton et à des grands plans industriels des grands plans sectoriels d'agriculture du coton. Donc j'ai pas d'informations spécifiques sur les impacts en termes de sécurité de l'assèchement de cette mer.
on peut demander au ministère des Armées de nous commander une note sur l'Asie centrale. Il y aura forcément en fait, avec le développement notamment du nucléaire en Asie centrale, il faut savoir que le nucléaire est une énergie donc, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, de CO2, mais qui par contre se repose sur un refroidissement par des fleuves. Et donc ça fait partie des centrales qu'il faut regarder avec précaution en termes d'impact du changement climatique. C'est déjà le cas en France, donc on peut imaginer qu'en Asie centrale, il va falloir choisir avec précaution les lieux où vous implantez des centrales nucléaires. J'ai une question. Est-ce que vous avez une idée du surcoût qui va être occasionné sur les futurs systèmes d'armes ou sur les futurs systèmes de protection des fantassins pour affronter l'évolution climatique? Absolument pas. Non, on n'a pas du tout cette information. C'est pas la première fois qu'on nous la demande. D'une part parce qu'en fait, nous, on produit des données à destination du ministère, mais on ne sait pas quel usage ils en font. Donc on n'a pas forcément d'idée de la manière dont ces données sont intégrées par les programmes du ministère. On ne sait pas non plus la manière dont c'est intégré par la BITD. Ce qui est certain, c'est qu'une première étape, ça va être pour tous les systèmes qui ont des températures, surtout à la hausse, de risque en termes de fonctionnement, c'est-à-dire qui vont s'arrêter par précaution. Il va falloir se poser la question de est-ce qu'on pousse pas un peu le curseur plus loin. Donc ça peut coûter cher, mais ça peut avoir un coût, mais relativement faible. Et ensuite, il y a une question d'innovation. Par exemple, les batteries aujourd'hui, c'est pas un sujet uniquement militaire que la capacité, les capacités de stockage des batteries et de fonctionnement des batteries dans des situations de grand chaud et de grand froid. C'est des sujets et militaires et civils. Voilà. Et il y a un enjeu par contre qui est, en termes industriels, la bascule entre le civil et le militaire. Vous posiez la question de l'atténuation tout à l'heure. Il y avait un enjeu important avec les politiques européennes de fin des voitures thermiques à 2035, de tout l'entretien du parc militaire s'il s'appuyait sur les moteurs thermiques. Donc il y a un enjeu pour l'appareil militaire qui est de s'adapter à la chaîne de valeur disponible, et à mesure qu'on décarbone les chaînes de valeur civiles, il faut que les chaînes de valeur militaires suivent, parce que pièces de rechange, etc., etc. Donc il y a un effet d'échelle qui implique aussi de suivre le rythme du civil pour certains équipements. Une dernière question qui a été posée en ligne par Monsieur Collet. Le monde politique semble poser un tabou important sur une potentielle décroissance générale dans les décennies à venir. Les scénarios climatiques semblent pourtant en être annonciateurs. Est-ce que ce tabou touche également les armées? Très bonne question. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire parce qu'on discute pas suffisamment de décroissance avec avec les militaires pour y répondre. Non, je sais pas si c'est un sujet qui est discuté. Ce qu'on sait par contre, c'est que le fait d'avoir moins d'énergie disponible en termes d'hydrocarbures est un enjeu qui met un peu en tension le ministère des Armées, parce que ça a des répercussions importantes sur la politique du carburant unique. Donc ça peut être lié un peu avec cette décroissance générale. Alors, c'est pas directement de la décroissance, mais c'est une forme de baisse de consommation aussi. On va avoir indirectement, enfin, le ministère va aussi indirectement devoir se concentrer sur les sujets de réduction de consommation des ressources, notamment sur la consommation de l'eau. Donc, c'est pas une décroissance volontaire, mais ça va être une forme de réduction de sa propre consommation, en fait, de fait. Parce qu'il n'y aura pas d'autre choix, donc c'est pas vraiment une décroissance, mais je dirais que c'est un tabou officiellement, et que ça l'est peut-être moins officieusement si c'est pas de la décroissance en soi, mais une forme voilà.
Oui, une forme de sobriété, oui. Bah, c'est la sobriété, dans le cadre de notre note sur le stress hydrique, on en a beaucoup parlé, notamment en OPEX, parce qu'en fait, la sobriété est inhérente aux OPEX, elle l'est un petit peu moins sur le territoire national, et on a constaté que les bonnes pratiques qui étaient à répliquer avaient en fait déjà lieu et existaient déjà en OPEX. Alors que sur le territoire national, où on a cette notion d'abondance de l'eau, on ne conscientise pas forcément qu'il va y avoir un besoin urgent de cette sobriété-là. Donc, décroissance, sobriété, tabou, peut-être moins qu'avant, je ne sais pas. Merci. On va laisser la parole peut-être pour une toute dernière question, s'il y a quelqu'un à distance qui veut poser une question. Sinon, on laissera la parole à Patrick Michon pour qu'il prononce le mot de clôture. Alors, on va couper le partage. Comment faire ? Patrick ? On entend très mal ce que tu dis. Vous m'entendez ? Pas vraiment, non. Ah, dommage. Je voulais exprimer que j'interviens au nom de l'Association d'armement terrestre pour exprimer tous mes remerciements vis-à-vis de nos deux conférencières qui ont abordé un sujet assez éloigné de nos préoccupations habituelles qui sont liées à l'armement et aussi aux relations internationales. Là, on a réussi à regrouper les deux car le changement climatique affecte la totalité de notre terre-mer et donc forcément les relations entre États s'en trouveront fortement impliquées. Donc encore merci pour cette intéressante conférence qui ouvre beaucoup de portes, peu encore, et pour lequel des questions se posent et se poseront encore pendant pas mal d'années. Encore merci et à bientôt pour d'autres conférences Athéna. Merci Patrick. J'en profite pour vous signaler que la prochaine conférence Athéna, ça sera le 20 mai, également en présentiel et en distanciel, et elle sera consacrée à la manière dont la France se protège contre les circuits d'approvisionnement de métaux sensibles ou de terres rares. Voilà, encore merci pour nos deux interlocutrices, et puis donc on vous souhaite une bonne soirée.